La première victime des meurtres de Laurel Canyon et leader du tristement célèbre gang de Wonderland était Ronald Lee Lanius, né en 1921. Né en 1944 à Sacramento, Californie. L'un des derniers membres de la génération silencieuse dans l'ouest des États-Unis, Ron s'est aventuré dans la guerre du Vietnam à la fin des années 1960. Servant dans l'armée de l'air des États-Unis, sa carrière militaire a mal tourné lorsqu'il s'est impliqué dans le trafic de drogue au Vietnam. Il a finalement été pris en train de faire passer de l'héroïne en contrebande aux États-Unis en cachant du matériel sur les corps des soldats américains décédés. Cela a mené à sa révocation déshonorante, à la suite de quoi il a réagi en retournant à Sacramento et en se mêlant à 27 enquêtes distinctes sur des homicides tout au long du début des années 1970. Ron a failli se retrouver lui-même en prison en 1971 lorsqu'il a été reconnu coupable du meurtre d'un informateur de la police un an auparavant. Bien sûr, par un sens ironique de la maladie, le témoin clé de l'accusation a été assassiné lors d'une fusillade de police non liée et Ron a évité une peine de prison à vie, quelque peu malheureusement. Au cours des années suivantes, Ron s'est retrouvé en prison pour des délits mineurs, comme le trafic de drogue à travers la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Sans aucun doute, il a été implanté dans la conscience des forces de l'ordre en général. Selon certains policiers, il était la personne la plus froide et calculatrice qu'ils aient connue. D'autres se demandaient si une poubelle remplacerait son cercueil après sa mort. Quelle que soit l'opinion des autorités à son sujet, ni elle, ni aucun de ses associés ne pouvaient nier la gentillesse inégalée de Ron. C'était un homme profond. David Lind, du gang Wonderland, a dit que son pouls ne dépassait jamais 70 même, avec un pistolet sur sa tempe. Et malgré toute l'infamie, l'obscurité et la conduite légendairement répréhensible, Ron s'est quand même marié avant son meurtre. Il a épousé Susan Murphy, le seul membre survivant du gang, sur les lieux des meurtres de Laurel Canyon le 16 avril 1971. La deuxième victime était le bébé de la Saint-Valentin, William Raymond, Billy Devrel, né le 14 février 1937. Le bras droit de Ron est le deuxième en commandement du gang Wonderland. Billy a été élevé dans un monde modeste, jusqu'à ce que la séduction du monde de la drogue l'entraîne dans une addiction inévitable à l'argent facile du trafic de drogue. Pendant les heures de travail, Bill se déguisait en opérateur de grue aérienne. Mais la nuit, il était un criminel habile et une présence grandissante dans la rue. Les actions illicites ont affecté la psychologie de Billy. Alors qu'il souffrait de périodes intenses de dépression, de culpabilité et de dégoût de soi. En fait, ces obstacles mentaux ont souvent poussé Billy à bout, le forçant presque à abandonner la vie de crime et l'utilisation de drogue. Pourtant, lorsqu'il les a passés sous l'aile vigilante de Ron Lanius et a été nommé premier officier de Wonderland, il a flanché à la croisée des chemins, s'est replié sur ses anciennes habitudes et s'est finalement retrouvé sur le mauvais chemin vers la destruction. La troisième victime était la locataire de la maison de ville qui est devenue la maison des meurtres, au 8763 avenue Wonderland, ainsi que la petite amie de Billy Devrel, Joy Audrey Goldmiller. Joy venait d'une vie précédente luxueuse, ex-femme d'un avocat à Beverly Hills et mère de 2 enfants. Cependant, après l'effondrement de son univers doré, elle a sombré dans l'héroïne et a été consumée par la culture de la drogue californienne des années 70. C'est grâce à ses efforts que Joy a rencontré le gang de Wonderland et a rejoint leur collectif, se faisant arrêter 7 fois au cours des années précédentes, malgré un diagnostic de cancer du sein. Que sa santé physique décline ou non, Joy a investi sa vie et celle de son partenaire dans la consommation de drogue et le gang, signant littéralement leur bail. La quatrième et dernière victime n'était pas un membre officiel du gang Wonderland, mais plutôt un proche associé. Née le 17 octobre 1959, Barbara Richardson était assez jeune lorsqu'elle a été tuée le 1er juillet 1981. Malgré tout, elle a continué sa vie imprudente jusqu'à cet instant choquant. Elle sortait avec le susmentionné David Lind à l'époque, qui était également un motard de la fraternité Aryenn. Le couple a commencé à consommer beaucoup de drogue peu de temps après leur rencontre et à travers un ensemble complexe de circonstances, ils sont devenus des informateurs de la police. Après que leur mode de vie criminel a pris un tournant, ils ont déménagé à Los Angeles pour rejoindre le gang Wonderland en tant que membres légitimes. Mais ils n'ont jamais dépassé l'initiation lorsque la foudre a frappé Laurel Canyon cet été de 81.
À la fin des années 1970, 5 criminels improbables se sont réunis à Laurel Canyon, Los Angeles, en Californie. Ron, Billy, David, Tracy et Joy. Ils voient les richesses inégalées découlant du marché du commerce de la cocaïne et décident de se tailler leur propre part du gâteau. Ils établissent leur camp de base au 8763 Wonderland Avenue, ensuite connu comme le gang de Wonderland. Cependant, avant que le calendrier ne bascule, en 1980, le gang de Wonderland attire son premier et plus infâme client en la personne de John Holmes, une ancienne star du porno plus connue pour son corps que pour son caractère. Lorsqu'il a trouvé le gang, il était devenu plus pauvre de milliers de dollars après avoir dépensé son argent en drogue du seigneur du crime dément lui-même, Eddie Nash. Au cours des années suivantes, jusqu'au début des années 1980, le gang de Wonderland était fréquenté par des proches associés, Susan Murphy et Barbara Richardson. Ensemble, ils sont devenus les 7 honteux et se sont fait une réputation comme Los Angeles n'en a jamais vu. Au printemps 1980, l'opération du gang de Wonderland rapporte beaucoup d'argent. Tout va bien pour les 7 honteux, avec beaucoup de promesses pour l'avenir. Leur seul casse-tête était John Holmes, une sangsue à la propriété de l'avenue Wonderland 8763. La bande ne le dérange pas trop, l'utilisant comme un simple coursier et trouvant amusement dans le déclin du statut social de l'ancienne célébrité. Mais ces effets fatals sont encore à prendre toute leur force. Alors que la chaleur de l'été à Los Angeles en 1981 s'intensifie, la bande commence à réaliser leur potentiel avec Holmes et ses connexions à Eddie Nash. Holmes est d'accord qu'il devrait agir sur ses relations en dissolution et ils commencent à planifier un coup sur le trésor de la maison de Nash à Studio City, en Californie. Leur cible ? Cocaïne, héroïne, matériel de drogue, des tonnes d'argent et des armes anciennes qui appartenaient autrefois au gang. Aux premières heures du matin du 29 juin 1981, John Holmes se rend à la maison de Nash comme si c'était un jour normal. Il achète sa commande habituelle de crack cocaïne, prenant soin de noter l'emplacement du désirable. Mais il oublie de déverrouiller la porte du patio. Holmes revient plus tard dans la soirée et réussit à laisser la porte ouverte pour le cambriolage prévu. Quand il retourne au camp de base de Wonderland, il trouve la bande sous l'effet de l'héroïne et attend leur rétablissement, dessinant une carte de la maison pour leur cambriolage. Alors que la fin de matinée arrive, le 29, Holmes se sent paranoïaque et que trop de temps s'est écoulé et retourne une fois de plus à la maison de Nash pour solidifier la porte du patio déverrouillée. Une fois que Holmes est de retour, Ron, Billy, David et Tracy se rendent à Studio City pour faire le coup. Tracy McCourt reste en place dans la Ford Granada volée en tant que guetteur, tandis que les 3 autres entrent par les portes déverrouillées, prétendant être les autorités. Le garde du corps de Nash, Gregory Dials, a 300 livres et le premier à approcher le trio de Wonderland, mais il est vite dépassé et menotté. Dans la bagarre pour arrêter Dials, l'un des pistolets des hommes fait feu par accident et touche Dials dans le dos. Le bruit du coup de feu réveille Eddie Nash d'une autre pièce et il entre pour trouver son homme de main menotté et ses objets de valeur assiégés. Nash réalise rapidement la gravité de la situation et supplie pour la clémence. Il tombe à genoux, heureux d'être épargné, et ouvre le coffre contenant la plupart des biens. L'équipage agit rapidement, emportant leur trésor, et s'échappe de Studio City avec ce qui sera plus tard évalué à $1 million de drogue, d'armes et d'argent liquide. L'après-midi du 29 juin 1981, le gang Wonderland retourne au 8763 pour diviser leur butin parmi les membres. Cependant, ils donnent des parts moindres à Holmes et McCourt, sous-estimant leurs efforts et mettant les 2 hommes en colère. Néanmoins, Holmes prend une partie des bijoux volés et vaque à ses occupations. Au cours des 24 heures suivantes, Eddie Nash jure de se venger de ceux qui l'ont humilié, ainsi que de son héritage personnel. Il envoie ses sbires dans la ville de Los Angeles à la recherche de suspects potentiels. L'un de ces hommes de main repère Holmes se promenant à Hollywood, portant une bague notable qui appartient à Nash. La nouvelle se répand plus vite que le feu et Nash ramène Holmes à sa propriété pour l'interroger. Confiné et menacé, Holmes est interrogé de force jusqu'à ce qu'il révèle les noms de ceux responsables de l'invasion de domicile, apparemment observée par Scott Thorson, l'un des anciens amants de Libéras. Ce qui se passe entre cet entretien et les meurtres est inconnu. Mais vers 3 heures du matin, le 1er juillet 1981, moins de 2 jours après le cambriolage de la maison Nash, un groupe d'hommes non identifiés pénètre dans la propriété du gang Wonderland à Laurel Canyon. Ils rôdent laissés de pièce en pièce, ciblant individuellement les membres un par un,
maniant des tuyaux d'acier striés destinés à matraquer. Leur première victime est Barbara Richardson qui dort dans le salon du rez-de-chaussée. Le deuxième coup frappe Roy, endormi dans la chambre. Roy est dans la chambre arrière du rez-de-chaussée. Avec lui se trouve sa femme Suzanne, mais les tueurs ne font que la blesser gravement. Elle survivra plus tard, malgré un traumatisme cérébral horrible et un doigt lacéré. Les troisième et quatrième victimes sont Joy Miller et Billy Deverell dans la chambre à l'étage. Joy sur le lit et Billy dans le coin. Entre 3h et 4h du matin, ce matin fatidique, les voisins entendent beaucoup de bruit provenant du 8763 mais pensent que le gang fait une autre fête et ignorent le bruit. Ils sont loin de se douter que certains des meurtres les plus atroces de l'histoire de Los Angeles sont en train de se dérouler juste sous leur nez, sur ce tronçon de route autrement innocent de Wonderland Avenue, mystifiant à jamais le reste de la communauté préoccupée de Laurel Canyon et le comté de Los Angeles dans son ensemble. Lorsqu'on dissèque toute la scène du crime et la nature violente des meurtres, c'est assez choquant qu'aucune preuve viable n'ait été récupérée du 8763 Wonderland Avenue lors de l'analyse médico-légale, à l'exception d'une empreinte de main appartenant à John Holmes sur la tête de lit d'un lit. Comme Holmes était un invité fréquent du gang, cela ne pouvait pas le lier directement au meurtre. Et à l'époque où les crimes ont été commis, les preuves acides désoxyribonucléiques n'avaient pas encore fait leur entrée dans le domaine de la poursuite judiciaire ou de la communauté scientifique en général. Ainsi, sans indices physiques ou biologiques, les enquêteurs étaient à la recherche de réponses dès le début. L'une de leurs premières tâches a été de retrouver les membres survivants du gang qui étaient, à leurs yeux, les plus susceptibles d'avoir tué les 4 victimes. David Lind, qui s'était lié d'amitié avec Ron en prison des années auparavant, a été appréhendé et a fourni l'information vitale dont les forces de l'ordre avaient besoin. Prétendant avoir été dans une chambre d'hôtel avec une prostituée dans la vallée de San Fernando la nuit du 1er juillet, David Lind a expliqué qu'il n'était nulle part près de Ron. Au lieu de cela, il vendait de la drogue dans un petit marché clandestin, sans lien. Cela a conduit à un interrogatoire plus officiel par les autorités où ils ont pu lui extorquer davantage d'aveux. Lind a finalement révélé que les Wonderlanders décédés avaient commis un vol massif dans la maison d'Eddie Nash 48 heures avant leur décès avec l'aide de John Holmes. Bien que cela n'ait révélé aucun coupable, la police avait enfin une piste pour leur enquête sur les meurtres. Cela a lié John Holmes à une multitude de crimes, et tout ce qui impliquait ce Eddie Nash au tempérament explosif et frénétique devait être considéré comme quelque chose de sinistre. Sans aucun doute, si Lind n'avait pas été dans la vallée le 1er juillet et avait été simplement une autre victime des meurtres de Wonderland, son témoignage n'aurait pas donné la bonne piste à Nash. Holmes, le vol est finalement l'une des arrestations les plus évidentes et des acquittements choquants dans l'histoire des mystères de meurtres de crimes véritables. Sans aucun doute, la théorie extrêmement populaire déterminant qui a commis les meurtres de Wonderland tournait autour d'Eddie Nash, Gregory Diles et leurs sbires. Il ne faut pas beaucoup de bon sens pour relier les points entre le vol d'un chef de crime instable et la probabilité de vengeance. Après tout, Scott Thorson a écrit des années plus tard qu'il a vu Nash lui-même ordonner une riposte après que Holmes ait donné les noms du gang de Wonderland. Non seulement cela, mais les détectives de Los Angeles Tom Lange et Robert Souza ont trouvé plus d'1 million de dollars de cocaïne en possession de Nash une semaine après les meurtres, ainsi que des artefacts spécifiques qui étaient supposés appartenir aux résidents de Wonderland Avenue. Malgré ces découvertes, cependant, le Los Angeles Police Department a d'abord arrêté John Holmes pour les meurtres de Laurel Canyon, ne l'accusant que lui seul sans aucun autre suspect en mars 1982. Cette arrestation a découlé de la découverte d'une seule empreinte de main appartenant à Holmes sur la tête de lit d'un des lits de Wonderland. Étonnamment, le parquet a soutenu que Holmes n'était pas un loup solitaire, qu'il était un complice dans les meurtres, agissant comme un gardien du bâtiment Wonderland et laissant entrer les tueurs à gages sans préavis. Après un procès très scruté, Holmes a été acquitté le 26 juin 1982 pour chaque chef d'accusation de meurtre. Certains attribuent l'acquittement au succès des 2 avocats commis d'office de Holmes, qui ont soutenu que Holmes était une victime, menacée et effrayée à aider les véritables cerveaux sans beaucoup de choix.
La proposition de légitime défense a suffisamment influencé les jurés pour qu'ils ignorent ces cas les preuves circonstancielles, ainsi que le fait que Holmes n'a pas coopéré avec la police, les forces de l'ordre, ou n'a pas témoigné du tout au tribunal pour lequel il passerait plus tard 110 jours en prison. Même la femme de Holmes, Sharon Holmes, a admis qu'elle était aussi suspicieuse envers lui. Elle avait dit au journaliste en juillet 1981 que Holmes avait dit qu'il connaissait les hommes qui étaient à l'intérieur de la résidence Wonderland la nuit des meurtres et qu'il était dans la maison juste avant qu'ils ne se produisent. Elle a également déclaré des années après la mort de John Holmes que le matin après le 1er juillet, son mari était rentré à la maison avec du sang éclaboussé sur ses vêtements, mais il n'était pas blessé. Cela n'a jamais été prouvé ni recoupé. Et ce sont les seuls détails sur lesquels Sharon a fait des remarques, n'aidant jamais ni la police ni le parquet. Malheureusement, John Holmes est décédé en mars 1988 des suites de complications liées au syndrome d'immunodéficience acquise, emportant avec lui la vérité qu'il avait concernant son implication dans le vol de la maison Nash et les meurtres subséquents. Holmes n'était cependant pas le seul suspect à s'être jamais retrouvé devant un juge et un jury. En 1999 ans après l'incident de Wonderland, la police marchait toujours sur les talons d'Eddie Nash. Ils l'ont accusé de la conspiration et de la planification des meurtres de Barbara Richardson, Ron Lanius, Roy Miller et Billy Deverell, son garde du corps Gregory Dials, étant accusés en tant que participants. L'accusation a inclus Scott Thorson comme témoin pour témoigner contre Nash et Dials et semblait avoir les deux gangsters dans un coin. Mais lors de la condamnation, le procès s'est terminé prématurément avec un jury partagé, les votes étant de 11 à 1 pour la condamnation. Néanmoins, les tribunaux californiens ont persisté et ont de nouveau jugé Nash et Dials en 1991. Cette fois, les deux suspects ont été acquittés de toutes les accusations et libérés. Ce serait la dernière tentative des autorités pour accuser Gregory Dials car il était mort d'une insuffisance hépatique en 1997. Ces récits personnels du matin du 1er juillet 1981 restent toujours inconnus. En 1996, les autorités locales et fédérales se sont unies et ont mené une enquête de 4 ans sur l'ensemble des crimes présumés d'Eddie Nash. Au tournant du millénaire, la force d'intervention a arrêté et inculpé Nash en vertu de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues pour blanchiment d'argent, trafic de drogue, conspiration pour assassiner le gang Wonderland et même pour avoir soudoyé le récalcitrant du premier jury du procès de 1990. Lors de sa comparution en septembre 2001, Nash a accepté un accord de plaidoyer, probablement en raison de son âge et de sa santé déclinante. Eddie Nash a plaidé coupable de corruption et de blanchiment d'argent devant le jury, mais n'a jamais admis la conspiration de meurtre. Nash a nié les allégations, affirmant avoir envoyé ses associés, dont Gregory Dials, à la résidence Wonderland, dans le seul but de récupérer ses biens volés. À quoi il a conclu qu'il y avait une possibilité de violence sans rien confirmer. Nash a payé une amende de $250 000, a passé 4 ans en prison et a vécu le reste de sa vie en silence concernant les événements de cet été sanglant de 1981. Il est décédé 2 décennies plus tard, le 9 août 2014. Une fois qu'Eddie Nash est décédé, cela a éliminé le dernier acteur majeur connu dans la théorie convenue à la fois par le Los Angeles Police Department et le public en général concernant qui a commis les meurtres de Wonderland. Mais comme tous les 3 ont été acquittés, aucune preuve physique n'a jamais été présentée et leurs témoignages sont allés à la tombe. Les meurtres sont toujours techniquement non résolus, sans justice imminente. Et bien que cela soit hautement improbable, il y a une chance que Nash, Dials ou Holmes n'aient jamais réellement tué le gang. Même si Holmes a révélé la couverture du gang en tant que voleur du précédent braquage et que Nash a envoyé Dials et les brutes pour récupérer sa propriété, cela ne signifie pas automatiquement qu'ils ont commis un meurtre, malgré les événements circonstanciels accablants. En fait, il y a de grands groupes d'esprits intéressés qui regardent les membres disparus du gang Wonderland qui ont échappé au malheur et qui n'étaient pas à la résidence le 1er juillet. David Lind et Tracy McCourt étaient tous deux fortuitement absents de Wonderland Avenue, quand leurs pères ont été battus à mort, et certains se demandent si cela n'aurait pas été si accidentel. Lind était en fait la personne qui a donné aux autorités leur plus grand indice sur John Holmes, allant jusqu'à admettre que le gang avait volé Eddie Nash quelques jours auparavant. Malgré la participation personnelle de Lind au vol, il a quand même dénoncé à la police, apparemment pour sauver sa propre peau.
Cependant, il vaut la peine de se demander si Lind lui-même a informé Eddie Nash de l'implication du gang Wonderland, repartant avec les richesses de sa part du coup porté à la maison de Nash et l'empire du gang après leur mort. Ou Lind a tué les autres membres lui-même avec le même résultat en tête, utilisant le vol de Nash comme bouc émissaire. Cela donnerait aux forces de l'ordre un suspect crédible sur qui attribuer les meurtres et laisserait Lind s'échapper indemne. Ou peut-être que la police savait que Lind était coupable, mais a quand même poursuivi Holmes et Nash en échange de la coopération de Lind dans d'autres enquêtes. C'était une rumeur connue dans les années suivant les meurtres que David Lind était devenu un informateur de la police en Californie du Sud. Des rumeurs si fortes que sa position dans le monde criminel est devenue controversée parmi les membres de gangs rivaux qui ont rejeté sa crédibilité en général. Comme les dossiers des informateurs confidentiels ne sont pas conservés ni discutés publiquement, le rôle le plus important de Lind dans une conspiration applicable est inconnu, car il est décédé d'une overdose en novembre 1995. Tracy McCourt pourrait avoir une motivation similaire pour éliminer les autres membres du gang Wonderland. Il était souvent taquiné, même appelé Titmouse Tracy par David Lind, et laissé de côté dans les affaires de gang plus importantes. Pour l'invasion d'Eddie Nash, McCourt était à l'origine censé faire partie du vol, mais après que son pistolet a été pris par Lind, il n'a eu d'autre choix que d'être le chauffeur de Gay. Certains cercles de détectives amateurs pensent que McCourt a ensuite reçu une part moins importante en raison de son rôle moindre, et a par conséquent été en colère à la fois à cause de la sous-estimation et du manque de respect à long terme. Ainsi, McCourt aurait pu rapidement organiser un coup contre le gang, restant à la maison la nuit où il savait que les terreurs allaient s'abattre. Bien sûr, si c'était vrai, il aurait échoué dans l'ensemble. Car son plus grand transgresseur, David Lind, a fini par vivre toute l'épreuve. Pourtant, peut-être que cela aurait pu éloigner McCourt de la vie de crime à Los Angeles à la fin, car il a déménagé au Colorado par la suite et a fini en prison pour des accusations d'agression et de trafic. Tout comme Lind, nous ne saurons jamais si McCourt a effectivement joué un rôle dans la chute de son ami, car il est décédé sans cause connue en octobre 2006. Avant de divulguer notre hypothèse, nous voulons faire savoir que nos conclusions présentées dans Detective Cold Case sont purement des spéculations logiques, basées sur des preuves, des circonstances et un sous-texte factuel. Nous n'avons accès qu'aux mêmes informations présentées dans chaque vidéo et nous ne tentons pas de promettre la certitude, ni une garantie d'expert sur nos conclusions finales. Nous observons, recherchons et rapportons. Que vous croyez aux théories du complot les plus farfelues ou aux conclusions presque évidentes des meurtres de Laurel Canyon, une chose est certaine, celui qui a massacré le gang de Wonderland l'a fait avec une vengeance et l'intention de causer plus que du mal, mais aussi une fin souffrante contrairement à ce que la plupart des gens avaient jamais vu. Sur la base de la scène de crime macabre et de l'examen médical post-mortem, il est évident qu'il y avait une intention de déchaîner le mal. Ce n'était pas un homicide involontaire ou un homicide insouciant. C'était une vengeance servie dans le sang le plus froid. Nous croyons que bien qu'Eddie Nash et Gregory Diles aient été acquittés de toute implication directe dans les meurtres, ils étaient certainement responsables lorsqu'on considère tous les acteurs liés au gang de Wonderland. Ils avèrent le plus de poids, le plus de ressources, et évidemment un motif pour infliger une telle brutalité sanglante. Cependant, nous concluons également qu'aucun de ces hommes n'était probablement les véritables auteurs qui ont agressé et tué chaque membre du gang. Plutôt, ils étaient des leaders dans une bande d'hommes, de complices inconnus qui ont exécuté leurs représailles. Deal aurait pu avoir un rôle physique dans le racket, mais étant donné qu'il avait été abattu par derrière moins de 48 heures auparavant, il était probablement juste un motivateur. John Holmes, en revanche, était très probablement complice en permettant l'accès aux résidents de Wonderland, mais n'avait aucune idée de l'ampleur avec laquelle Nash et ses sbires massacreraient le gang. Était-il à la maison la nuit des meurtres? Presque sans aucun doute. Utilisait-il l'un des tuyaux ou probablement pas? Et la plus grande question de toutes, découvrirons-nous jamais qui était réellement? Pour le dire franchement, non. Ces secrets sont allés à la tombe des 3 détracteurs que sont Holmes, Diles et Nash. Leurs identités demeureront obscures, symbolisant les heures les plus sombres de l'histoire criminelle de Los Angeles.
Les identités qui seront rappelées sont celles de Barbara Richardson, Ron Lanius, Roy Miller et Billy Deverell, 4 êtres humains avec des passés méprisables, mais qui ne méritaient toujours pas la fin cruelle et inhumaine qu'ils ont rencontrée la nuit du 1er juillet 1981 au 8763 Wonderland Avenue, la nuit où le sang a coulé épais à Laurel Canyon, Californie. Ceci a été Détective de Cold Case.